C'était un complot. Le bagagiste de Roissy est sorti de prison cet après-midi. Il avait été mis en examen après qu'on eut découvert armes et explosifs dans le coffre de sa voiture. Les enquêteurs ont remonté la piste familiale. La vague de froid se poursuit, avec elle de nombreuses initiatives pour mettre à l'abri les SDF. Faut-il le faire contre leur gré? Le débat reste ouvert. 8 personnes sont mortes de froid cette semaine. Les journées de l'allergie, 20% de la population française souffre d'allergie, plus de 100% d'augmentation en 10 ans. Une véritable préoccupation qui s'installe jusque dans nos assiettes avec les allergies alimentaires particulièrement fréquentes. À l'opéra comique La Belle et la Bête sous la direction de Jérôme Savary, un rôle sur mesure pour Ariel Dombal et un spectacle revisité avec humour et drôlerie. Madame, Monsieur, bonsoir. Le bagagiste de Roissy est libre. Il avait dit vrai en défendant la thèse du complot et sa parfaite innocence dans cette affaire. Mis en examen après qu'on eut retrouvé des armes et des explosifs dans le coffre de sa voiture. Le dossier a été en fait monté de toutes pièces, probablement par sa belle famille. Et c'est la vigilance des enquêteurs qui a permis de démonter le piège. Zindine Boudaoud, Yvan Martinet. Abderrazak Besseguir peut à nouveau jouer avec son fils. Pendant 10 jours, la prison les a séparés. Depuis son arrestation, il criait au complot. La justice l'a entendu. Le bagagiste de Roissy n'était pas un terroriste. J'ai un dégoût par rapport à ce faisant la présomption d'innocence. Au bout d'une journée, le nom de mon frère a été lâché avec le nom de famille. Mon nom de famille est sali à jamais. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Démêler le vrai du faux, la tâche des enquêteurs dans cette affaire n'était pas facile. Tout commence dans un parking de l'aéroport de Roissy. Un ancien militaire dénonce au policier Abderrazak Besseguir qu'il aurait surpris en train de manier une arme près de sa voiture. Les policiers arrêtent le suspect et découvrent un arsenal dans son véhicule, un pistolet mitrailleur, un pistolet automatique et des explosifs. Le suspect travaille comme manutentionnaire dans cette société. Il charge et décharge les bagages dans les avions qui se posent à Roissy. L'hypothèse d'un projet terroriste prend corps. Des traces d'explosifs auraient même été repérées dans le vestiaire du bagagiste. Mais face aux policiers, il nie tout en bloc et hurle au complot. Un complot qu'aurait fomenté sa belle famille, qui le tient pour responsable de la mort de sa femme. La police vérifie et trouve Marcel Lehir, le militaire à l'origine de la dénonciation, téléphone régulièrement à un autre militaire, un proche de la belle famille. Placés en garde à vue, les deux hommes craquent et passent aux aveux cette nuit. Il a été démontré de manière incontournable, de manière incontestable, que les armes avaient été placées dans le coffre de la voiture de M. Besseguir à son insu. Par qui, pour l'instant, je ne le sais pas. Désigné comme commanditaire du complot, la belle famille du bagagiste affirme ne pas connaître le militaire qui l'accuse désormais. Et ce militaire, vous l'avez jamais rencontré? Jamais. 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 Et soi-disant, maintenant, il avait à côté de chez moi. Libre, Abderrazak Besseguir est rentré chez lui. Les deux militaires qui l'ont piégé dormiront ce soir en prison. Que justice soit faite, tout simplement. Est-ce que vous comprenez ce qui s'est passé Honnêtement, non. Non, je pensais pas qu'on pouvait faire autant de mal que ça. Je pensais pas. On a trouvé des armes dans ma voiture, alors que moi, une batte de baseball, je l'avais possédée dans mon coffre. Aujourd'hui, je sais pas, franchement, je suis content de retrouver les miens. L'affaire est loin d'être finie. Un nouveau juge de Bobigny devra maintenant identifier les auteurs du complot. Justice encore, on a appris en fin de journée que la justice espagnole autorisait l'extradition de Patrick Henry, qui avait été arrêté en possession de hashish et qui refusait d'être extradé. Il a l'intention de faire appel. La justice espagnole a 15 jours pour se prononcer. Le froid aura dominé l'actualité de toute cette semaine et les chutes du thermomètre persistent, avec dans le Pas-de-Calais un bulletin d'alerte météo qui a conduit les autorités locales à empêcher les camions de circuler depuis la nuit dernière et jusqu'à 11 h ce matin, provoquant la grogne des chauffeurs qui considèrent que cette mesure était inadéquate. Certains d'ailleurs pourraient ne pas avoir été au courant de cet arrêté préfectoral. Aurélia Guillemin, Paul de Genève. C'est le suraccident classique. 2 voitures accidentées sur le bas-côté, une dépanneuse en intervention et 3 poids lourds qui viennent tour à tour s'encastrer. Le temps de changer de fil pour éviter l'accident. Si on ne pouvait pas freiner, changer de fil pour éviter l'accident. La remorque, elle est partie en zigzag derrière. Et puis moi j'ai touché un camion et je bloquais l'autoroute. Par chance, le carambolage n'a fait ni mort ni blessé, seulement des dégâts matériels.
Tout comme sur l'autoroute A16 où les accrochages ont été les plus nombreux cette nuit. La faute aux pluies verglaçantes, mais pas seulement. Bon, c'est dû à la vitesse. Les gens ne respectent pas, vu les conditions, ils devraient rouler beaucoup moins vite. Pendant toute la nuit, une cellule de crise est restée en veille à la préfecture du Nord. Même si la météo a été beaucoup plus clémente que prévu, toutes les éventualités avaient été envisagées. On a commencé à faire un sablage renforcé dès hier soir. Aujourd'hui, ça a continué. Et peut-être n'aura-t-on pas utilisé toute la gamme de ce qu'on a prévu, mais on s'y est préparé. Dans l'agglomération lilloise, en effet, les 150 tonnes de sel déversées cette nuit auront suffi. Dans le Pas-de-Calais, l'interdiction de circuler pour les poids lourds a elle aussi rapidement pris fin. Ce soir, Météo France a levé l'alerte. Le verglas et le mauvais temps qui perdurent avec ces nouvelles recommandations aujourd'hui données aux automobilistes pour limiter leurs déplacements. Circulation très perturbée dans tout le Calvados. Le point avec Stéphane Bretner. À Oreille, ce ne sont pas les routes qui ont le plus souffert. La récolte d'olives est bonne à mettre à la poubelle. Pas vraiment habitués, les arbres n'ont pas résisté à la neige et au froid. Soyez extrêmement vigilants et évitez de prendre votre voiture si vous en avez bien sûr la possibilité. Et apparemment, le message a été entendu. Peu de véhicules sur les axes principaux de l'Ouest. On circulait sans problème sur l'autoroute A13 où l'on attendait des pluies verglaçantes. C'est plutôt sur les départementales près de Caen que le bitume avait des allures de patinoire. On dirait que vous avez un problème là. Ouais, ça glisse. On essaye de faire avec. Vous pensez que vous allez vous en sortir? Ouais, tout doucement. Faut prendre son temps. Il y a donc eu plusieurs kilomètres de bouchons qui ont eu un peu de mal à se résorber. Ah, je roule à 5 à l'heure. Oh, c'est terrible. Peu de monde sur les routes, donc peu d'élèves dans certains collèges, comme ici à Saint-Renan dans le Finistère. Les cars scolaires sont restés au garage toute la journée. Un élève sur 5 seulement s'est déplacé. Comme il n'y avait pas de ramassage scolaire, eh bien, ce sont les élèves d'alentour qui sont venus, les parents les ont amenés. C'est la nuit dernière que la situation était la plus délicate. Sur l'autoroute entre Tarbes et Pau, la neige a bloqué la circulation. Les camions qui s'étaient engagés n'ont pas tenu longtemps. Pour éviter que la situation ne se reproduise, les engins de salage ont fait leurs provisions cet après-midi. Météo France prévoit de la neige dans le sud-est entre 3 et 6 heures du matin. Le risque, ce sont des conditions de circulation dégradées, donc chacun doit se tenir prêt et adapter sa conduite aux conditions météo à l'instant. Et si les prévisions sont bonnes, demain, les conditions de circulation devraient s'améliorer avec des températures un tout petit peu plus élevées qu'aujourd'hui. Nous vous le disions, une nouvelle alerte météo qui concerne donc le sud-est de la France. 2 départements pourraient être touchés, le Var et les Bouches-du-Rhône, des températures minimales et des risques de pluies verglaçantes. En Allemagne, pas de répit. Après les inondations, c'est un carambolage monstre qui a touché la Bavière lors de cet accident entre un quart de touristes belges et 2 camions. 3 personnes ont trouvé la mort, 44 sont blessées. Selon les premiers éléments de l'enquête, un semi-remorque aurait dérapé, entrant en collision frontale avec les autres véhicules de l'autre côté de la glissière de sécurité. La grande pagaille du week-end dernier à Roissy, provoquée par la neige et le verglas, ne devrait pas se reproduire. Le trafic aérien était normal aujourd'hui et en action, comme vous allez le voir dans ce reportage, le dégivrage des avions et des pistes. François Baudonnet, Édouard Perrin. 13h30 cet après-midi, la neige tombe en abondance sur Roissy. Sur la piste sud, le thermomètre marque -5 degrés, le sol est gelé. Un scénario proche de celui de la semaine dernière, mais cette fois, dès les premiers flocons, 40 machines de déneigement entrent en action. Le principe est d'avoir des engins qui vont pousser, balayer et souffler la neige, chaque engin renvoyant la partie de neige vers l'engin à côté. Et on passe aussi des produits chimiques qui s'appellent de l'acétate de potassium, qui permet donc d'enlever le verglas, la dernière couche, ce qu'on appelle le slush. Un peu plus loin, une douzaine d'appareils en attente. Ils sont sur le point de décoller, les passagers sont donc à bord, mais les avions doivent d'abord passer au dégivrage. La glace risque en effet d'alourdir l'appareil et de bloquer les commandes. Le week-end dernier, c'était ici le point névralgique, le grand embouteillage. Nous utilisons environ 400 litres de produits par avion. Et la semaine dernière, nous avons monté cette consommation de produits jusqu'à 3 tonnes par avion dans certains cas, tellement la couche de glace était importante. En temps normal, l'opération prend 6 à 10 minutes.
Il y a une semaine, il fallait 3 quarts d'heure par appareil. Samedi après-midi à Orly, en pleine tempête, le liquide pour dégeler les fuselages a même manqué. Aéroport de Paris a mobilisé 70% de son personnel. Il pourrait travailler une partie de la nuit si la neige continue à tomber, car ici, on ne veut absolument pas renouveler le chaos du week-end dernier. La vague de froid se poursuit avec dès ce soir l'ouverture du siège de la Croix-Rouge aux sans-abri, un geste symbolique qui vient s'ajouter au dispositif global mis en place pour aider les SDF. 8 morts depuis une semaine, dont 5 en région parisienne. Les initiatives se multiplient, mais elles sont souvent sans effet. Les sans-abri ne veulent pas être conduits de force dans les centres. Des équipes de bénévoles font-elles du maraudage? Reportage la nuit dernière, Laetitia Fouque, Grégoire Rosina. Un parking, rue du Javelot. Un refuge couvert où quelques sans-logis viennent s'abriter. Ici, aucun ne veut entendre parler de foyer. Hier, j'ai failli aller avant au pont de Vent. Oui. Mais après, s'ils me foutent à la rue à 8 h du matin... Pour y aller, retourner, aller prendre le métro, des fois il y a de la monnaie pour payer le ticket, des fois il y a la part, c'est des problèmes aussi. Malgré l'ordre du préfet de prendre en charge toute personne en grande détresse, ces policiers de la brigade d'assistance aux personnes sans abri passent leur chemin. Si vraiment il est en état de faiblesse, qu'il puisse presque pas nous répondre, là on l'emmènerait avec nous et on l'emmènerait à l'hôpital. Mais que vraiment dans ce cas-là, s'il veut vraiment pas, on va quand même pas lui mettre les menottes pour l'emmener au foyer, non? Thermomètre à -6. Et comme chaque soir, Gilberte, 70 ans, ne les suivra pas non plus. Pas encore aujourd'hui? Jamais pas, c'est tout. Bon, je repasse demain. Mais je n'ai pas besoin de vous. Cette nuit-là, les gardiens de la paix ferment les yeux sur les refuges les plus incongrus. Des fois, tu dors dehors, tu sais pas où t'abriter. Des fois, tu as des gens qui vont appeler la police pour te virer parce que ils vont dire ouais, mais celui-là il est gênant ou n'importe quoi. Il y a aussi ce problème-là aussi malheureusement. Hein. Oui, mais là, si quelqu'un revient, vous leur dites que vous avez l'autorisation de la BAPSA. Après cette patrouille, Daniel et Jean-Pierre ont pu finalement convaincre 2 personnes, parmi les plus réfractaires, de rejoindre le centre d'hébergement de Nanterre. Faut-il mettre à l'abri de force ces SDF qui risquent de mourir de froid? Un débat qui s'est engagé depuis que le préfet de police de Paris a demandé que l'on prenne en charge de force, si nécessaire, les sans-abri. Un dernier recours qui n'est pas accepté par les plus démunis, mais aussi par de nombreuses associations qui évoquent le risque que les sans-abri se cachent encore davantage et donc soient encore plus en danger. Anne Guéry, Laetitia Legendre. Comme la nuit précédente, comme toutes les nuits, celle qui vient, il la passera dehors. Pas question pour lui d'aller dans des centres d'accueil, même si avec le froid, les risques d'hypothermie augmentent, même si 8 personnes sont déjà mortes dans la rue. Pour la préfecture de police, ce sont tous ces réfractaires qu'il faut protéger malgré eux, en les obligeant à dormir au chaud. Dans cette note, le préfet demande donc à ses services de prendre en charge d'autorité les personnes remarquées ou signalées en situation de grande détresse. Pour le fondateur du SAMU social, utiliser la force, c'est une mauvaise idée. Ramasser les gens de force, c'est pas pour les conduire au Sofitel, c'est pour les conduire dans des endroits de force. Les gens, on va peut-être les prendre une fois, mais on les prendra pas 2 fois. Et alors qu'ils sont apparents, ils vont aller se cacher. Le maire de Paris, lui, n'est pas aussi catégorique. User de la contrainte, oui, mais avec diplomatie. Il faut que ce soit une incitation très forte, mais une incitation très forte qui reste toujours gentille, qui reste toujours attentive, généreuse. Et voilà, qu'est-ce que vous voulez, il n'y a pas de solution simple. On ne peut pas accepter que des gens que l'on croise dans la rue à 1 h du matin, on se dit peut-être dans une demi-heure ils vont mourir. Non. Et pourtant, ce ne sont pas les places qui manquent. 4000 sur la capitale réparties dans de très grosses structures, comme la Mie de Pain qui propose 500 lits chaque soir. C'est peut-être cela qui fait fuir certains SDF, des foyers trop grands où la promiscuité s'accompagne souvent de la violence. Alors l'association Emmaüs appelle aujourd'hui à la création de foyers de taille plus modeste, implantés dans tous les quartiers. La meilleure des solutions, c'est de maintenir du sur-mesure, c'est de maintenir effectivement, encore une fois, des solutions de proximité. La proximité pour plus d'humanité, dès ce soir, les uns et les autres tenteront l'expérience. Un gymnase de 50 places offert par la mairie de Paris, une salle avec une vingtaine de lits avec l'armée du salut, et puis pour tous ceux qui résisteront encore, la Croix-Rouge offrira plus simplement un café chaud dans le hall de son siège social, ouvert désormais 24 sur 24.
Et nous rejoignons maintenant Dominique Versini, secrétaire d'État à l'exclusion. Bonsoir. Alors peut-être avant d'en venir au débat, bonsoir. Un mot du bilan de votre dispositif mis en place depuis que le thermomètre est passé en dessous de zéro. D'abord le numéro d'appel, le 115, les lignes ont été multipliées. Est-ce qu'elles ont été saturées? Le 115 a été renforcé de façon considérable, particulièrement à Paris où il est passé en 10 jours de 20% de réponse à 75% et nous allons le renforcer encore. Donc un dispositif d'alerte qui permet à nos concitoyens de signaler les SDF qui d'eux-mêmes n'appellent pas. Est-ce que vous considérez que l'ensemble du dispositif au fond répond à vos objectifs? Le dispositif et les moyens qui ont été mis en place par l'État sont sans précédent. 5700 places ont été mobilisées en plus des 82 000 places permanentes. Des lieux d'accueil sont ouverts partout. Ils étaient ouverts de jour, ils sont ouverts la nuit. Des équipes mobiles sont partout en action. Tous les services publics se mobilisent. En effet, mais Dominique Versini, on continue de mourir de froid. Apparemment, c'est un véritable casse-tête. Comment doit-on repenser le système quand on sait que les sans-abri ne veulent pas se rendre dans les places qui leur sont destinées? C'est vrai qu'il y a des personnes sans abri très désocialisées qui refusent toute aide, qui refusent tout hébergement. Face à ça, il faut être à la fois professionnel, responsable et respectueux des personnes. Il faut aller vers elles et il faut pouvoir les convaincre avec force, avec persuasion, sans utiliser l'autorité et la violence. Donc vous n'êtes pas pour qu'on intervienne avec la force publique. C'est ce que dit Xavier Emmanuelli, c'est ce que vous dites également. Moi, ce que je dis, c'est que toute personne qui les rencontre, que ce soit une équipe du SAMU social, des pompiers ou de la police, doit leur proposer et faire tout pour les convaincre. Il faut le faire avec conviction. Une fois que la personne refuse, à ce moment-là, si on estime qu'il y a danger, il faut appeler le SAMU médical, car seul un médecin peut décider qu'il y a danger pour la personne. Le SAMU médical est mobilisé ainsi que les pompiers, ils viendront. Et un médecin décidera s'il faut hospitaliser la personne. Mais dans tous les cas, il faut la convaincre et il faut pouvoir l'accompagner dans un lieu adapté à cet effet. C'est la raison pour laquelle nous avons ouvert partout des lieux d'accueil la nuit, le jour. À Paris, il y en a 6 ce soir. Et j'apprends avec plaisir que la Croix-Rouge a ouvert son siège social, qui me paraît une excellente chose. Merci Dominique Versini. L'appel à la vigilance citoyenne avec ce spot publicitaire maintenant qui sera diffusé à partir de demain sur toutes les chaînes. Donnez l'alerte en appelant le 115. Après le rejet d'une partie des salariés d'EDF sur le financement de leur retraite, le gouvernement persiste. Jean-Pierre Raffarin, qui recevait la presse à l'occasion des vœux traditionnels, en a profité pour redire que sa détermination était intacte. Martin Gouès, Guillaume Fautra. Le gouvernement ne lâche pas prise. Si les électriciens ont majoritairement dit non à la réforme des retraites, Francis Maire, le ministre des Finances, a reçu les signataires de ce texte. Le vote d'hier était un test pour le gouvernement. Il ne l'empêchera pas de lancer le grand chantier des retraites. Je comprends qu'il y ait là un débat. Et je comprends que cet accord, ce relevé de décision, fasse débat. Nous sommes sur ce sujet dans un grand débat national qui s'ouvre. Le débat n'entame en rien sur le sujet des retraites dans son ensemble, la détermination du gouvernement. Première entreprise publique où le débat sur les retraites s'est engagé, à EDF on s'est senti sous les projecteurs. On est les premiers à ouvrir la grande réforme des retraites, donc oui, les résultats étaient attendus. Oui. Il a fallu qu'on se jette à l'eau, et visiblement les autres prendront sans doute exemple sur nous, mais c'est vrai que là, on ne sait réellement pas comment se positionner. Réforme des retraites et privatisation rampante d'EDF, l'amalgame a vite été fait. Pour la CFDT, signataire de l'accord, le gouvernement a voulu aller trop vite. Et le gouvernement, nous lui avions demandé de rassurer les salariés sur l'avenir économique de l'entreprise. Et puis après, au moment du bon moment, de discuter des retraites. Ils ont fait à l'envers et on voit qu'ils n'ont pas utilisé la bonne méthode. Seul à avoir appelé à voter non, Force ouvrière sort conforté de ce scrutin. Pour son secrétaire général, le gouvernement, lui, n'en sort pas indemne. Ça avait le soutien du gouvernement, ça avait l'accord du gouvernement. Il a même plaidé à différentes reprises en disant il faut que ça passe, etc., etc. C'est un désaveu pour lui. À mon avis, c'est la première fois que publiquement
le gouvernement prend une baffe. Là. Signé par la majorité des syndicats, le texte devrait s'appliquer et ouvrir la voie à la réforme d'autres régimes de retraite comme la SNCF ou la RATP. Jacques Chirac a annoncé aujourd'hui le déménagement du tribunal de grande instance de Paris, qui jusqu'à présent se trouvait au Palais de Justice. Cette instance, véritable référence nationale pour le président de la République, doit être dignement logée. Elle sera transférée prochainement. Par ailleurs, Jacques Chirac se propose de faire un point dans 2 ou 3 ans sur la création des juges de proximité. Ils auront comme compétence de juger les petits litiges pour désengorger les tribunaux. L'affaire Buffalo Grill, ses dirigeants attendaient beaucoup de la justice dans une procédure qu'ils considéraient comme trop rapide et peu étayée. La Cour d'appel de Paris a choisi une certaine prudence. Elle maintient en détention les 2 dirigeants. Son fondateur, lui, reste en liberté. Olivier Caroff, Jean-Yves Blanc. Quelques gendarmes, une porte obstinément close. La justice a préféré examiner le dossier Buffalo Grill à huis clos. De quoi renforcer le sentiment de malaise autour de l'affaire. Un malaise loin d'être dissipé ce soir. Les mises en examen de 4 dirigeants du groupe sont confirmées. 2 d'entre eux étaient en détention. Il le reste. Pour les 2 autres, laissés en liberté, dont Christian Picard, fondateur de Buffalo Grill, la Cour d'appel semble bien plus hésitante. Leurs contrôles judiciaires ont été allégés. Pour eux, l'audience d'aujourd'hui a innocenté l'entreprise. Ils ont mis la charrue devant les bisons, hein. C'est-à-dire ? C'est une enquête qui pour, à mes yeux en tous les cas, et je crois en la justice française, est tout simplement bâclée. Bon, allez, ça finit. Une enquête essentiellement basée sur des témoignages. Dernier en date, celui de cet ex-manager licencié en décembre dernier. Depuis, il a fourni à la justice un email daté de 2001. La direction y évoque un stock de viande fait pendant la vache folle. De la viande anglaise interdite, à l'époque, lui-même n'y a pas cru. On n'arrête pas de vous rabâcher que la viande est bonne et vous naviguez dans un système où vous êtes sûr que la viande est bonne. Et même si un jour vous avez un doute, quoi qu'il arrive, vous regardez et vous faites non, c'est pas possible. On ne peut pas vendre la viande comme ça. Les avocats de Buffalo Grill ne le cachent pas. Ils s'attendent à devoir affronter dans les semaines qui viennent d'autres témoignages d'anciens employés. À Loriol, l'autoroute A7 a été fermée pendant 3 heures pour procéder à la reconstitution du drame qui a coûté la vie à 4 pompiers le 29 novembre dernier. L'autre pompier, le 5e, a disparu dans la Drôme. Son corps n'a jamais été retrouvé. Le conducteur âgé de 81 ans est toujours incarcéré. Son avocat devrait demander sa remise en liberté très prochainement. La marée noire qui fait désormais son apparition dans le Pays Basque. Pour la première fois, des petites galettes d'hydrocarbures ont été aperçues sur la plage de Saint-Jean-de-Luz. L'inquiétude des autorités et des pêcheurs qui savent que leur côte est particulièrement escarpée et qu'il sera difficile de venir à bout de cette pollution qui s'annonce. David Bazier, Philippe Dumail. Quelques galettes de pétrole découvertes sous le fort de Sokoa dans la commune de Cibourg. Un peu plus tard dans l'après-midi, de nouveau l'inquiétude car des micro-boulettes font leur apparition sur la plage de Saint-Jean-de-Luz. Sur des zones très très faibles, quelques mètres carrés. Donc ces boulettes sont parties à l'analyse parce que pour l'instant personne ne peut dire si elles proviennent du Prestige ou non. C'est du fioul qui a l'air très ancien. Aussitôt, les services maritimes de la direction de l'équipement protègent les petits ports de pêche comme celui de Biarritz. Nous avons reçu l'ordre effectivement de les installer, oui, depuis Anglette jusqu'à Andreil. Il y a un mois, le Pays Basque a connu une fausse alerte à la pollution, mais l'inquiétude perce aujourd'hui chez les pêcheurs qui s'en remettent au vent. Les fausses alertes, on ne sait pas. Il faudrait savoir si les vents vont tourner ou pas. Tant qu'il n'y a pas de vent d'ouest, on n'aura rien ici. Ça va partir plus haut malheureusement pour ceux d'en haut. Enfin, ça inquiète tout le monde de toute façon ce qui se passe. C'est avec les marées, demain ou dans les prochains jours, qu'on saura si ces micro-boulettes sont annonciatrices d'une véritable pollution. Si c'est le cas, l'affaire est grave, car ici, pas d'immenses étendues de plage comme en Gironde ou dans les Landes, mais une côte rocheuse très découpée, très difficile à dépolluer. Voyons à présent comment les enfants des écoles réagissent à cette marée noire qui envahit leur plage, qui est aussi leur lieu de jeu favori. L'exemple dans cette école primaire au Cap-Ferret, où la pollution a inspiré de nombreux textes et de nombreux dessins. Hélène Vergne, Sophie Laurent. La marée noire. Je voudrais que tous les gens qui travaillent près de la mer fassent attention à son boulot à cause du pétrole. Les paroles d'enfants empreintes de tristesse et d'inquiétude. Ils ont 7 ou 8 ans, leurs parents sont pêcheurs ou ostréiculteurs et depuis une semaine, la marée noire fait partie de leur quotidien. Je suis beaucoup dégoûtée parce que surtout les ostréiculteurs et les pêcheurs, ils peuvent perdre leur travail. Et puis après, on pourra peut-être pas manger pendant beaucoup de temps des huîtres et des poissons.
Si les plages sont souillées, si les parents pleurent, les couleurs ne sont jamais bien loin, vives et éclatantes. Un mélange d'optimisme et de réalisme, les enfants eux aussi demandent des comptes. Pourquoi celui qui a fait couler le pétrolier, qui a acheté le pétrolier, se dénoncerait, qui viendrait nettoyer la plage? Peut-être qu'il va aller en prison et ce sera tant pis parce que c'est des gens qui ne pensent pas à la nature. L'inquiétude des parents est beaucoup plus sensible que la leur en fait. Et je crois que c'est une bonne chose de protéger les enfants aussi, de ne pas les affoler, ils n'ont aucune responsabilité. Pourtant, ces enfants ont absorbé les soucis des adultes. Regarde toutes les traces noires que l'on voit. Ça c'est du pétrole. Voilà. Tout autour d'eux leur parle de la pollution, du fioul ramassé qui s'entasse aux plages interdites de jeu. Moi j'ai dit que je ferais disparaître tous les pétroliers du monde. Alors, l'on pourrait faire comme si rien ne s'était passé, comme si leur plage avait toujours été aussi belle. Effet surprenant de la marée noire, le pétrole modifierait l'ADN des moules, des huîtres et des coquillages. Elles seraient alors susceptibles de fabriquer des substances cancérigènes. C'est du moins ce que prouvent ces expériences en laboratoire. Ces premières expériences, il ne faut donc pas encore s'alarmer. Romuald Benant, Jean-Paul Chausset. Il y a 3 ans, ces parcs à huîtres de Loire-Atlantique notamment avaient été décimés par la marée noire de l'Erika. Depuis, la production et la consommation de coquillages ont été à nouveau autorisées. Mais de leur côté, les scientifiques continuent la traque de cette pollution. Régulièrement, des prélèvements sont effectués pour savoir si la toxicité du fioul ne révélera pas de mauvaises surprises. Les études montrent qu'il faut avoir plus de recul. Effectivement, il faut encore quelques années pour montrer si la marée noire de l'Erika a touché à long terme ces mollusques. Coquillages, poissons, mais aussi oiseaux ou sédiments. En tout, une trentaine d'études scientifiques commandées par les autorités sont actuellement en cours. Car le pétrole de l'Erika a montré d'étranges pouvoirs en laboratoire. Certains de ces composés seraient capables de modifier l'ADN des organismes vivants. Comme sur ces images de microscope. À gauche, une cellule animale qui n'a pas été en contact avec l'hydrocarbure. À droite, la même cellule qui prend des allures de comète, le signe d'une mutation génétique. L'hydrocarbure rentre dans un organisme, il va se transformer en plusieurs autres composés qui vont pouvoir éventuellement se mettre sur l'ADN, et ce qui va provoquer en fait des modifications, soit mutagènes, soit cancérigènes. Si pour l'instant rien de tel n'a pu être constaté sur le terrain, la crainte de ces risques sanitaires est relancée, car entre-temps le fioul du Prestige est arrivé sur les côtes françaises. Un polluant dont la composition chimique est quasi identique à celle du pétrole de l'Erika. On a quelque chose qui est potentiellement beaucoup plus désagréable, à la fois dans la menace que ça représente en souillure et dans la menace que ça représente en toxicité. Par précaution, dès lundi prochain, l'Agence française de sécurité des aliments devrait recommander l'interdiction de vendre de nombreux produits de la mer venant du littoral du sud-ouest. Du jamais vu en Israël, le président de la commission électorale a carrément interrompu en direct la conférence de presse d'Ariel Sharon. Les télévisions ont dû stopper la diffusion du discours du Premier ministre qui violait le code électoral. Charles Anderlin. La conférence de presse d'Ariel Sharon était diffusée en direct lorsque, subitement, l'un après l'autre, les présentateurs des 3 chaînes nationales sont revenus à l'antenne pour annoncer que le juge, président de la commission de contrôle, avait donné l'ordre d'interrompre la retransmission. Motif, M. Sharon faisait de la propagande électorale interdite. Pourtant, cette conférence de presse était très attendue. Le Premier ministre devait s'expliquer sur le dernier scandale. Avec ses fils, il avait reçu un prêt d'1,5 million de dollars d'un milliardaire sud-africain. Une somme destinée à rembourser des contributions illégales perçues en 1999. Mais hier soir, au lieu de s'en tenir aux faits, Ariel Sharon a violemment critiqué les travaillistes et leur chef Amram Mitsna, les accusant de vouloir conquérir le pouvoir en diffamant le Likoud. Et là, le juge lui a coupé la parole. Première réaction travailliste, celle du président de la Knesset. Les attaques de M. Sharon sont de la propagande bon marché. Sur le fond, il n'a pas donné de réponse. Nous avons un Premier ministre qui ne sait pas d'où viennent les millions qui se promènent dans ses poches. En fait, par cette esclandre, Ariel Sharon voulait mobiliser les militants du Likoud, son parti, qui en raison des affaires est en chute libre dans les sondages.
En Côte d'Ivoire, les 3 factions rebelles avaient décidé de se rendre à la table ronde de Paris. Mais en fin de journée, les rebelles de l'Ouest ont fait savoir qu'ils ne feraient pas le voyage. Un boycott qui intervient après les attaques survenues ces derniers jours. Nos envoyés spéciaux, Richard Binet et Sylvain Dauba, se sont rendus dans le principal port du pays, où les ressortissants français qui ont décidé de rester sont particulièrement inquiets. Ils n'ont pour arme que des fusils de chasse. Mais sur cette portion de route, entre Daloa, au cœur de la boucle du cacao, et le port de San Pedro, ils font la loupe. Ils se disent patriotes, prêts à combattre les rebelles, en fait des coupeurs de route qui raquettent la population. Une zone de non-droit où ne s'aventure guère que les taxis-brousses. Présentement, on a peur de la guerre. Sincèrement, on a peur des assaillants qui nous menacent maintenant, qui menacent notre pays. Puis, c'est le port de San Pedro par lequel transitait l'essentiel de la production de cacao, l'or noir de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, une ville morte, le cacao n'arrive plus. Oui, bien tiré. Une large partie de la communauté française est rentrée en métropole. Femmes et enfants sont partis en France. Les hommes, eux, sont restés. La situation est de plus en plus inquiétante. Donc pour le moment on attend, on espère que la réunion qui est à Paris sera une réunion positive et nous attendons le résultat. Environ 150 soldats français de l'opération Licorne sont positionnés à San Pedro. Les rebelles sont à 150 km de la ville. Un plan d'évacuation des Français a été prévu. Nous avons désigné un certain nombre de responsables par quartier, des chefs d'îlots comme on les appelle, qui auront pour charge, en cas d'opération d'évacuation, de les regrouper dans un certain nombre de lieux définis à l'avance et connus par eux, afin de pouvoir les évacuer par la suite de la ville. Les Français de San Pedro veulent encore croire à la paix, mais le refus d'une partie des rebelles de se rendre à Paris le 15 janvier prochain compromet un peu plus un règlement rapide du conflit. La Corée du Nord décide de se retirer du traité limitant la prolifération des armes nucléaires, une décision qui préoccupe la Maison-Blanche, mais aussi la France. Dominique de Villepin l'a clairement dit. Il se rendra à Séoul dans les heures qui viennent. Par ailleurs, l'ambassadeur de Corée du Nord aux Nations Unies a refusé, lors d'une conférence de presse, de démentir que son pays possédait des armes nucléaires. Depuis hier, la Grande-Bretagne se met légèrement en retrait et ne suit plus aveuglément les Américains dans la crise irakienne. Reste le départ programmé demain d'une force aéronavale qui rejoindra le Golfe. Les derniers préparatifs à Portsmouth, Laurent Boussier. Derniers préparatifs, derniers embarquements de matériel, de munitions, de nourriture, c'était ce matin dans le port militaire de Portsmouth l'activité d'éveil d'appareillage. Autour du porte-avions Ark Royal, navire amiral de la flotte britannique, c'est toute une escadre de frégates, de navires de débarquement, de dragueurs de mines et même un sous-marin nucléaire d'attaque qui s'apprête à prendre la mer. Nouveauté embarquée ce matin à bord, ces quads appartenant aux Royal Marines, sorte de moto à 4 roues de 450 cm3. Ils sont, paraît-il, d'une redoutable efficacité dans les déserts et en terrain hostile. Ce que ces quads nous permettent, c'est une grande flexibilité. Ils sont très manœuvrables et peuvent s'adapter à tous les terrains. D'ailleurs, nous les avons beaucoup utilisés en Afghanistan. 5000 marins, 3000 commandos, des dizaines d'hélicoptères de combat qui, dans quelques semaines, auront rejoint les navires de guerre britanniques déjà dans le Golfe. Avec les avions de la Royal Air Force stationnés en Arabie Saoudite et à Bahreïn, qui presque tous les jours participent à des missions de bombardement au nord et au sud de l'Irak, cette force sera la plus importante déployée par la Grande-Bretagne depuis la guerre des Malouines. C'est une force considérable, mais cela ne veut pas dire pour autant qu'on va forcément faire la guerre. Cette force est là pour donner au gouvernement le choix entre différentes options. Pour l'instant, le gouvernement britannique est encore très divisé sur une intervention militaire en Irak. Le départ demain de cette petite armada n'est donc encore officiellement qu'un signe fort adressé à Saddam Hussein pour lui faire comprendre qu'il ne doit rien cacher aux inspecteurs de l'ONU. Après tout, pourquoi pas? On sait depuis longtemps que la diplomatie est plus efficace quand elle s'appuie sur une force militaire crédible. Nouvelle interpellation en France de membres présumés de l'ETA. 3 personnes ont été arrêtées à Dax dans les Landes.
Une page médecine à présent avec les journées de l'allergie. 20% de la population française est concernée. Un chiffre impressionnant. En 10 ans, les spécialistes considèrent qu'il y a eu plus de 100% d'augmentation. Parmi les allergies, arrêtons-nous sur l'allergie alimentaire, véritable casse-tête dans les cantines. Désormais, une société de Montpellier vient d'inaugurer un plateau repas spécialement conçu pour les allergiques. Mais cette initiative est loin d'être généralisée. José Blanc-Lapierre, Jean-François Monnier. 5 ans et déjà gastronome. Charlie a appris malgré lui à faire attention à ce qu'il mange car il en va de sa santé. Il sait par exemple qu'il doit faire un tri dans une simple salade de fruits s'il veut éviter l'hôpital. Et tu as le droit d'en manger? Moi, mais pas les kiwis. Pourquoi? Parce que je suis allergique aux fruits verts, aux fruits rouges et aux fruits noirs des fois. Pour ne pas prendre de risques avec ses clients allergiques, ce restaurant a peut-être trouvé une solution. Depuis peu, dans sa réserve, le chef a sous la main des menus tout prêts et dont sont exclus 60 allergènes comme le lait, les œufs et l'arachide. Le menu des oliviers avec en entrée une tabale méditerranéenne, une salade de riz avec des olives, un sauté de dinde à la provençale et des pommes caramélisées. Séance de dégustation au siège de la petite société qui vient de mettre au point ses menus anti-allergie. Autour de la table, des ingénieurs agronomes. Entre leurs mains, un prototype de dessert, pommes pruneaux, sans beurre, sans colorant. Bien le goût caramélisé des pommes aussi. Oula, je suis pas d'accord, mais je suis vraiment pas d'accord. La difficulté pour cette équipe de chercheurs est de trouver des fournisseurs capables de respecter les recettes très strictes qu'ils leur imposent. Ce que l'on retrouve dans nos produits doit correspondre strictement à l'étiquetage et ne doit pas contenir de traces autre chose. Soumise à des médecins allergologues, l'initiative a reçu un accueil favorable et avec leur autorisation, les plateaux repas devraient être testés dans une école prochainement. C'est un produit qu'on espérait, oui, qu'on espérait parce que tous les jours nous avons des demandes de mères qui arrivent en nous disant on refuse mon enfant à l'école. Aujourd'hui, 30% des enfants de moins de 15 ans sont touchés par l'allergie. 4 syndicats de médecins ont signé hier un accord avec l'assurance maladie. Les consultations des spécialistes devraient être revalorisées, réparties en 3 catégories. La consultation simple, 23 €. La consultation approfondie à 26 €. Enfin, la consultation à fonction d'expertise, 40 €. L'actualité sportive, reprise du championnat de France de L1 ce soir avec la rencontre Lyon-Marseille. Un match au sommet entre le champion en titre et le leader du classement. Mais l'événement, c'est la présence sur la pelouse de l'Italien Pierluigi Collina, le meilleur arbitre au monde. Manuel Tissier, Bruno Livertou. Le champion du monde des arbitres débarque à Lyon. Accueil officiel hier soir pour le plus célèbre des hommes en noir. Vous parlez français? Un petit peu. Alors je vais parler doucement. On vous souhaite la bienvenue à Lyon. Pierluigi Collina parle français mais pas aux journalistes. Surtout pas avant Lyon-Marseille qu'il vient arbitrer. Collina s'entraîne comme un athlète de haut niveau. Il est depuis 5 ans élu meilleur arbitre international et s'impose un rigoureux devoir de réserve. Je fais des réponses d'ordre général. Je ne veux pas parler d'équipe, ni de joueurs en particulier. Monsieur Collina exerce son autorité naturelle face à toutes les vedettes du ballon rond, jusqu'en finale de la Coupe du Monde cet été. Il sait être souriant ou sévère et n'hésite pas à joindre les gestes à la parole. Son crâne lisse est à ce point connu qu'il joue l'acteur ici dans une publicité, comme pourrait le faire Zidane ou Ronaldo. Pour sa communication, Monsieur Collina est très pointilleux. Les dirigeants français voulaient l'équiper d'un micro pendant le match ce soir. Il a dit non. Sur un terrain, c'est toujours lui le patron. Le Dakar 2003 avec la victoire du Finlandais Ari Vatanen sur Nissan. Il a remporté la 9e étape en Libye entre Saba et Zila. C'est le Français Richard Sand qui en moto a pris la tête de l'étape. Enfin un mot du pilote japonais Shinozuka. Il a été opéré la nuit dernière. Les médecins se disent plutôt satisfaits. À l'Opéra Comique, La Belle et la Bête, sous la direction de Jérôme Savary, un rôle sur mesure pour Ariel Dombal et un spectacle revisité avec humour et drôlerie. Sophie Jouve, Philippe Tuzzi.
Bonjour. Il était une fois une belle dans un corps de fée et qui en plus savait chanter. De petites mains de princesse, sans évoquer les fesses, ni même la poitrine où y a rien qui se débine. Piochant allègrement dans l'univers des contes, Jérôme Savary nous offre une version plutôt olé olé de La Belle et la Bête. Et surprise, la bête est un hérisson très charmeur. C'est que t'as de beaux yeux, toi. Vous me tutoyez déjà? Et c'est comme ça les hérissons. C'est direct, ça va droit au but. Parce que la vie des hérissons, c'est très court. Surtout depuis l'invention de l'automobile. Je ne comprends pas pourquoi la belle n'est pas tout simplement amoureuse de la bête. Pourquoi faut-il que la bête se transforme en beau garçon? Ça, c'est la morale de notre spectacle. C'est ce qui rend beau les gens, c'est le regard de l'amour. Mon hérisson, il était si mignon, mon hérisson, que le jour où il reviendra, je le prendrai dans mes bras. Et voilà comment Ariel Dombal a saisi l'occasion de jouer avec son image de pin-up de calendrier et de s'en amuser. Merveilleux pour une actrice d'avoir ce genre de rôle parce que c'est vaste, parce que c'est un univers magique, symbolique, fantasmagorique, donc on peut s'amuser là-dedans. La Belle et la toute petite bête, une fantaisie pétillante et ironique sur la beauté, davantage destinée aux parents qu'aux petits-enfants. Enfin, sachez que c'est Patrice Chéreau qui présidera le jury du prochain Festival de Cannes qui se déroulera du 14 au 25 mai prochain. Ainsi se termine ce journal. Dans un instant, la météo Nathalie Rioué, puis le point route Valérie Maurice. 20h50 Maigret avec Bruno Kremer. 23h25 le dernier journal Laurence Piquet. Demain à 7h dans Thé ou Café, Catherine Sellac reçoit Irène Frein. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès 13h. Excellente soirée sur France 2. Je vous remercie de votre attention.